Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo news du mois de juillet avec les titres shonen. Donc dans un premier temps, je vais vous parler du tome 1 de la saison 4 de JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable de Hirohiko Araki, publié chez les éditions Tonkam. Et dans un second temps, je vous parlerai du tome 1 de Tsubasa World Chronicle Nirai Kanai, publié chez les éditions Pika et c'est de Clamp. Je vous parle tout d'abord du tome 1 de la saison 4 de JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable de Hirohiko Araki, publié chez les éditions Tonkam. Donc shonen de genre aventure fantastique qui est terminé en 18 tomes, c'est l'une des plus grosses parties de JoJo's Bizarre Adventure. Le tome 2 est prévu pour le 23 septembre et le tome 3 pour le 21 octobre. JoJo's Bizarre Adventure, comme vous le savez, c'est un shonen dont je suis extrêmement fan et j'avais super hâte de me procurer le tome 1 de cette saison 4. Pour rappel, j'ai lu les 3 premières saisons de la série ainsi que la saison 7, il me manque juste les saisons 5 et 6 et la 8 n'est toujours pas publiée en France. Et je n'ai toujours pas fini de lire la saison 2, mais je vous en parlerai quand le dernier tome sera sorti, c'est-à-dire à la fin de ce mois-ci. Du coup, la vidéo sera courant septembre. Bref, j'en reviens à cette saison 4, qui se passe 10 ans après les événements de la saison 3, donc ça fait complètement suite à Stardust Crusaders. Ça se passe 10 ans après, donc en 1999, l'histoire prend place au Japon, dans la ville de Morio. Et on va reprendre le personnage de Jotaro où on l'avait laissé à la saison 3. Donc, si vous n'avez pas lu la saison 3 et que vous vous demandez, mais est-ce que je peux néanmoins commencer par cette saison 4 qui m'a l'air, voilà, peut-être la couverture vous donne plus envie. Vous pouvez grâce à une chose en fait, tout simplement, c'est qu'au début des tomes de JoJo's Bizarre Adventure, quelle que soit la saison que vous allez acheter, vous avez un petit récapitulatif de la famille Joestar avec les différentes générations de JoJo que vous allez voir à travers les différentes saisons de la série. Et à côté, vous avez une espèce de petit résumé assez spoilant par contre de la saison précédente. Ça ne vous parle pas des événements des saisons 1 et 2 qui sont vraiment très anciennes en fait par rapport à la saison 3. Mais ça vous résume un peu ce qui se passe dans la saison 3. C'est un petit, on va dire, compromis à la saison 3. Néanmoins, si vous ne savez rien de l'univers de JoJo's Bizarre Adventure, je ne sais pas si vous pouvez aisément comprendre cette saison 4, étant donné que on va directement, Jotaro va directement être confronté à des manières de stand. Et les stands, c'est pas réexpliquer ce que c'est dans cette saison 4. C'est quelque chose qu'on découvre dans la saison 3. C'est vraiment propre à la saison 3 de JoJo's Bizarre Adventure. Et si vous n'avez pas lu cette saison 3, si vous n'avez pas vu l'anime qui reprend cette saison 3, c'est assez compliqué de comprendre ce qu'est un stand parce que là, bien évidemment, ça coule de source que vous savez de quoi il s'agit quand vous lisez cette saison 4. Donc, Jotaro est à la recherche de Josuke, qui est son oncle et qui est un fils illégitime de la famille Joestar. Et Josuke, vous le voyez sur la couverture, donc c'est ce personnage-là avec une coupe de cheveux les plus particulières, qui s'avère être également un manieur de stand. Et à partir de là, ils vont se retrouver à affronter un premier ennemi. Voilà, au début de la saison 4, ils ont un premier ennemi qui n'est pas encore Dio. Je sais que Dio est le grand méchant de toute la saga JoJo. Et c'est pour moi le personnage le plus charismatique qui soit. Je le trouve vraiment super classe. D'autant plus classe dans la saison 3, parce que dans la saison 3, justement, il y a cette particularité des stands qui est ramenée. Alors que bon, si vous avez lu les 2 premières saisons, c'est beaucoup plus du shonen fantastique avec des vampires, des zombies, ce genre de trucs, mais pas encore cette capacité des stands. Donc un très bon premier tome de cette saison 4, on garde ce qui a fait la recette de JoJo's Bizarre Adventure, c'est-à-dire beaucoup de bastons, un chara-design vraiment très particulier, voilà, les personnages ont des gueules vraiment très particulières, les combats ça en jette dès le départ, mais là encore aucune présentation par rapport au stand par exemple de Jotaro que vous avez déjà vu si vous avez lu la saison 3, encore une fois, là ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué de prendre la série à partir de là. Voilà, en même temps, ça me semble pas logique de la commencer à la saison 4. Personnellement, j'ai commencé JoJo's Bizarre Adventure avec la saison 3. Mais pourquoi? Parce que les saisons 1 et 2 n'étaient pas encore republiées en fait en France. Donc il n'y avait pas eu de retirage des tomes. Et la saison 3, comme je l'ai dit, on peut commencer à la saison 3 et se passer aisément de ce qui s'est passé dans les 2 premières saisons. Tout comme vous pouvez commencer par la saison 7 qui est un reboot de la série, ça ne pose pas de problème de commencer à la saison 7. Saison 5 et 6, j'en parlerai pas parce que je ne les ai pas lus. Donc petite particularité que Maxime m'a fait remarquer, que je n'avais même pas fait gaffe, alors que pourtant j'ai pas mal de tomes de JoJo en ma possession, c'est que chaque tome de JoJo est numéroté. Donc là vous avez le chiffre 1 pour premier tome de la saison 4. Et à côté, je ne sais pas si vous verrez bien, mais bon, vous pouvez voir le tome en librairie ou peut-être chez vous si vous l'avez déjà. Vous avez le numéro 29. Alors comme je l'ai dit, cette partie 4 compte 18 tomes, donc ça ne veut pas dire un tome sur 29, ça ne serait pas logique.
tout simplement le tome 1, c'est parce que c'est le tome 1, comme je l'ai dit, de la saison 4, et 29, parce qu'en fait, ça serait le 29e tome, si on considère que le tout premier tome de JoJo's Bizarre Adventure, c'est le tome 1 de la saison 1, c'est-à-dire de Phantom Blout. Pourquoi? Parce que JoJo's Bizarre Adventure, il faut bien savoir que c'est un très gros shonen au Japon, qui compte plus d'une centaine de tomes mis bout à bout. Si on met toutes les saisons 1 à 8 bout à bout, on est à plus de 100 volumes, et il faut bien ça, et donc, par logique, ce tome 1 de la saison 4, c'est en fait le tome 29 de la série. Voilà, petite explication, peut-être que beaucoup d'entre vous étaient déjà au courant de ça, peut-être que comme moi vous aviez même pas fait gaffe qu'il y avait deux chiffres côte à côte sur la couverture, mais voilà, c'est la petite explication toute logique que j'ai trouvée pourquoi il y a les deux chiffres sur la couverture. Bref, comme je le disais, un très bon tome, on garde vraiment ce qui m'a plu dans les premières saisons de JoJo's Bizarre Adventure et ça continue. Je sens que ça va me plaire et bref, je vous en parle très prochainement dès que le tome 2 sera sorti. Et j'enchaîne en vous parlant du tome 1 de Tsubasa World Chronicle Nirai Kanai de Clamp, publié chez Pika. Là encore, il s'agit d'un shonen de genre aventure fantastique qui est toujours en cours au Japon avec un seul tome de paru apparemment. Mais le truc qui me fait douter à propos de cette info, c'est qu'à la fin de ce tome, en fait, tout simplement, vous avez le volume 2 qui est annoncé pour automne 2015. Voilà. Alors j'ai cherché un petit peu sur la toile, je n'ai pas trouvé la date de sortie du tome 2 au Japon, donc peut-être que le tome 2 n'est pas encore sorti au Japon, et du coup la publication des tomes français et japonais seront franchement proches, je ne sais pas, mais bon, après tout si Pika a publié ça à la fin du tome, c'est pas pour rien. Donc là encore j'en vois me demander si je n'ai pas lu Tsubasa Reservoir Chronicle, est-ce que je peux lire cette suite? Oui et non, alors oui dans le sens où comme pour Jojo, l'auteur, enfin les auteurs pour le coup, ont eu la bonne idée de nous faire un petit récap des personnages et un petit résumé des événements principaux de Tsubasa Reservoir Chronicle. Est-ce qu'après ça suffira pour vous, si vous n'avez rien lu de Clamp ou si vous n'avez pas lu de Tsubasa Reservoir Chronicle, à comprendre cette suite? Ça je n'en suis pas très sûre étant donné que j'ai moi-même lu la première série. Alors je l'ai lu il y a fort longtemps, je ne m'en rappelais pas vraiment, heureusement qu'il y avait ce petit truc récapitulatif qui m'a fait me rappeler des événements principaux de la série, de la relation Shaolan-Sakura, pourquoi il commence à voyager à travers les dimensions, tout ça. On retrouve les personnages de la précédente série, c'est-à-dire le personnage de Shaolan et de Mokona que vous voyez sur la couverture. En même temps, s'il n'y a pas Mokona, ils sont dans la capacité de se comprendre, de communiquer, donc heureusement qu'il y a le personnage de Mokona. Et on retrouve également les deux autres personnages qui étaient déjà ses acolytes dans Tsubasa Reservoir Chronicle, donc il s'agit de Faye et de Kurogane. Et en fait dans cette suite, donc en fait ça prend place de suite après la fin de Tsubasa Reservoir Chronicle, Shaolan est obligé de voyager de monde en monde, de dimension en dimension, accompagné heureusement de ses acolytes, et il va se retrouver dans le monde que vous voyez, dont vous voyez le titre sur la couverture. Il s'agit de Nirai Kanai, qui est un monde qui semble être le paradis sur terre, tout se passe bien, les gens sont heureux, c'est un univers de paix. Mais cette paix ne va pas durer malheureusement, et Shaolan l'a plus ou moins senti, parce qu'en fait ce monde est peu à peu recouvert par les ténèbres. Il est le seul, voilà, les deux autres ne s'en rendent pas compte, mais il est le seul avec quelques autres personnages à s'en rendre compte du fait qu'il est déjà passé dans le monde, j'ai zappé le nom du monde, je vous le mettrai par là si je le retrouve, qu'il y a entre le monde des vivants et le monde des morts. Voilà, c'est un petit peu... les morts y retournent et les vivants y sont avant de naître. C'est hyper compliqué, enfin, de toute manière, l'univers de Tsubasa Reservoir Chronicle, Crossolik et Cardcaptor, les trois univers sont liés et s'entrechoquent d'ailleurs. Donc si vous avez lu Cardcaptor et Crossolik, ça peut vous aider à comprendre ceci. Et du coup c'est assez compliqué, mais du coup Shaolan voit que ce monde est en train de basculer dans les ténèbres et bien évidemment il se propose de trouver le pourquoi du comment et d'arrêter voilà, la chute de ce monde. Et donc le tome 1 est vraiment le tome introductif, il commence à peine à découvrir ce qui se passe et ça nous laisse sur un super suspense. Donc ils vont faire la découverte d'un personnage qui a apparemment une très grande importance dans cette suite de Tsubasa Reservoir Chronicle. Il s'agit de cette déesse qui est accompagnée de deux personnages, voilà, qui la suivent un petit peu partout. Et je me suis dit que ce dessin, ce personnage ne m'était pas inconnu, mais impossible de mettre un nom dessus, impossible de me dire dans quelle œuvre de Clamp je les avais lus. Et tout simplement, j'ai retrouvé les tomes et je me suis dit, ah oui, ça me disait bien quelque chose. Il s'agit du personnage principal de la série Get Seven de Clamp.
Donc Gate 7, c'est pas la série la plus connue de Clamp, je vous montre les couvertures très brièvement. C'est une série qui est en pause, il me semble pas que le tome 4 c'était le dernier. C'est sorti il y a un petit moment, mais vous pouvez toujours les trouver, si je ne dis pas de bêtises, dans le commerce. Hein. J'espère pas que Kazé ait arrêté la publication, mais je ne crois pas. Et en fait, on retrouve ce personnage de Gate 7 dans Tsubasa World Chronicle. Alors, si vous n'avez pas lu Gate 7, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas d'importance pour comprendre ce tome 1 de la saison 2 de Tsubasa Reservoir Chronicle. Ça fait beaucoup de mots à prononcer dans cette vidéo. Parce que moi-même, je ne me rappelle absolument plus de Gate 7, je serais incapable de vous en parler. Donc, aucun souci, vous ne l'avez pas lu, ça n'aura pas de... Vous n'aurez pas de problème, en fait, pour comprendre ce tome-là. Je vous montre un peu les dessins, parce que Clamp, c'est toujours super sympa à regarder. Donc ce tome-là est vendu au prix de 6,95 €. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire que ce tome-là est vendu au prix de 6,99 €. Dans les deux cas, pas de problème côté édition. Pour ce tome-là, il me semble qu'il y a un extrait gratuit disponible en ligne. Donc si c'est bien le cas, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Des fois, j'oublie de le préciser en vidéo, mais allez toujours regarder dans la barre d'infos. S'il y a un extrait de disponible et que je le trouve, je vous mets le lien, quoi qu'il arrive. Donc, deux très bons premiers tomes dans deux registres assez similaires puisqu'on est dans du shonen d'aventure fantastique dans les deux cas. Voilà, après, est-ce que ça touchera le même public? Je ne sais pas. C'est beaucoup plus baston, action, ça vole dans tous les sens. C'est beaucoup plus fantastique, onérique, je dirais même. Si vous êtes fan de l'univers de Clamp, c'est vraiment un titre qui pourrait vous plaire. Et pour moi, c'était pas une très grosse prise de risque de commencer cette suite, étant donné que je suis très fan de l'univers de Clamp, sauf de Kobato. Voilà, c'était ma grosse déception de Clamp. Je pense que ça a été Kobato. Mais voilà. Deux très bons premiers volumes et je vous ferai des chroniques à propos des suites dès que celles-ci sortiront en France. Ainsi s'achève cette vidéo news shonen du mois de juillet, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez commencé l'une ou peut-être ces deux séries, ce que vous en avez pensé, si vous avez peut-être un avis différent du mien, si vous comptez les commencer peut-être suite à cette vidéo ou si ce sont deux séries qui ne vous intéressent absolument pas. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!